Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et là aujourd'hui je suis super content parce que je suis accompagné par des Twin Towers of Rugby, à la fois technique et très soif. Alors pour le premier de nos deuxièmes lignes, c'est là il est de ACBB en direct de Paris via l'Allemagne, c'est Charlie Bayer. Salut Charlie. Salut mon ticket, ravi de revenir. Ça fait un petit moment que j'étais pas venu dans le pack. Ça me fait plaisir de vous retrouver, Ticket et Théo. Ça me fait très plaisir d'être là. Et grave, notre deuxième ligne, c'est un des papas de Racing 92 dans les années 2000. C'est notre Dumbledore de connaissances rugbystiques. C'est Théodore de Saint-Rémy. Salut mon Théo. Salut Ticket. Salut Charlie. Très très content de te voir de retour parmi nous après ton petit stage dans la vraie vie sans rugby. Donc, t'es le bienvenu. Welcome back, Charlie. Merci beaucoup. Moi, perso, je suis content de vous retrouver tous les deux. Malheureusement, Alban ne pouvait pas être avec nous, mais on espère l'avoir tout de suite en 2022. Allez, je suis content de vous voir. Comment ça va le rugby en Fédéral 2, Charlie ? Écoute, ça a été un peu compliqué. J'ai eu 3 mois. Je suis arrivé dans un club que je devais découvrir et je me suis blessé assez rapidement. Le ligament externe du genou, tu connais. Donc du coup, début de saison un peu compliqué, quoi. J'ai beaucoup été à la salle de muscu et j'ai regardé les copains jouer, mais j'ai refait mon match de retour. Je suis très content de rejouer à nouveau, de revibrer rugby. Parce que c'est quand même vachement plus marrant à faire qu'à regarder. Désolé pour vous, mais je dois le rappeler. Et du coup, voilà, quoi, début de saison un peu, écoute, j'ai joué en équipe B, avec la CBB, une équipe B qui se débrouille pas trop mal, qui est en tête, je crois qu'on est 4e. Ouais, je crois qu'on est 4e du classement. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. La une, c'est un peu plus compliqué. Écoute, la CBB, c'est un club, qui n'a pas forcément les mêmes armes que, par exemple, on a joué la ball, mec, j'ai envie de te dire, tu vois débarquer des gars qui ont des tenues spéciales pour l'échauffement, tu vois leurs coachs qui ont des écouteurs, tu sais, des oreillettes et tout pour communiquer entre eux. Tu sais que c'est pas forcément le même, voilà, c'est pas la même compète, quoi. C'est pas le même monde forcément. Et pourtant, c'est que la ball. Pourtant, c'est que la ball, ouais. Non, ça reste un patelin, la ball. C'est ça. Mais dire que voilà, quoi, il y a des moyens, il y a des ambitions qui sont pas forcément les mêmes, mais en tout cas, voilà, j'ai découvert une équipe formidable. Moi qui suis plutôt tougher et adepte de la 3e, j'ai rencontré de la grande compétition, des beaux collègues, et du coup, voilà, quoi, un beau petit club. Je suis très heureux et j'ai hâte de jouer plus. J'ai hâte de cette deuxième partie de saison qui s'ouvre à nous. Bon, je rappelle, hein, Charlie, que la CBB, c'est un club de cœur pour moi aussi, parce que c'est là où j'ai commencé le rugby avec mes copains d'origine, dont certains sont des auditeurs de ce podcast. Donc, j'ai moi aussi porté la tunique tango. Et c'est vrai qu'en général, on est mieux au printemps qu'en début de saison à la CBB. Donc, je mets un billet sur votre fin de saison, moi. Parfait. Je demande qu'à te suivre. Et toi, nos chers Théo, qui est éducateur dans le rugby normand, est-ce que ça se passe bien là-haut ? Oui, c'est absolument top. Nous, on a un petit club, mais qui a fait son retour cette année en compétition officielle, donc en 4e série, et qui n'avait pas d'équipe senior depuis longtemps, et qui en a eu une grâce à l'énergie de notre président, qui a voulu réinscrire son club en équipe compétition et non plus seulement en équipe loisir. Et puis à côté de ça, on a une école de rugby qui est une des plus fournies de toute la Normandie, grâce là aussi à toute l'énergie qu'il y a derrière les bénévoles qui sont fantastiques. Donc le rugby, c'est ça aussi, c'est assurer un super lien social entre des gens qui se connaîtraient peut-être pas, tout simplement s'il n'y avait pas le ballon ovale au milieu. Et il y avait cette légende, cette petite phrase légendaire qu'on aime bien, qui est le rugby. Il y a un ballon et plein de copains autour, retirer le ballon, il reste les copains. Ben c'est un peu ça en fait, et ça se passe magnifiquement. Donc vive le rugby aussi de petit niveau, pour ce qui dégage tout simplement de fraternité entre les gens. Bah écoute, on n'a pas de ballon ici, on n'a que des microphones, mais ça se passe bien, il y a toujours des copains, donc ça c'est toujours cool.
Mais bon, on a chacun notre petite actu rugby, mais toi non plus, t'as pas chômé, président, parce qu'il y a eu, on a une petite actu, grosse actu podcast là pendant tout le mois de décembre. Tu nous as fait un petit calendrier de l'avant spécial. Bah ouais, vous savez bien que j'aime bien le rugby, mais j'aime aussi les podcasts. Je voulais mettre un peu de lumière sur d'autres podcasts un peu comme les nôtres, des podcasts sportifs, des podcasts. En fait, il y avait beaucoup de gens comme nous, des gens qui sont passionnés d'un sport, le baseball, le foot-am, le basket, la binouze, il faut absolument la bière, un peu comme nous, comme je disais, et plein d'interviews super sympas. Et ça me donnait l'occasion de mettre un peu de lumière sur ces podcasts que j'adore. Et franchement, le courant s'est passé super bien. Donc, je remercie tous nos invités des 12 Days of Christmas. Et en plus, on a chanté un petit chanson à la fin. Ouais, alors, gros boulot, Ticket, vraiment, je te tire mon chapeau. Moi, j'ai eu le plaisir de les écouter tous. En les publiant, ça donnait vraiment envie de les écouter. J'ai commencé à écouter aussi quelques épisodes de ces podcasts-là, donc faire leur pub, c'est super chouette. Donc les podcasts, je pense que tu es fait pour ça. En revanche, sur la musique, je pense qu'on a quand même un sujet. Et je pense qu'il faut arrêter immédiatement cette carrière. Je préfère te dire, Ticket, tu ne feras jamais carrière dans la chanson. C'est impossible. Avec ce que j'ai entendu, je pense qu'il faut renoncer maintenant. C'est pas possible. Je suis déçu. En fait, j'ai pensé peut-être à la fin de cet épisode, je vais le faire comme les Chipmunks. Je suis pas sûr si vous connaissez Alvin and the Chipmunks, un dessin animé avec, le voix accélérée. Donc, on va voir. On va voir si je peux le sortir comme ça. On tape tous les trois bien trop dans les graphes pour aller chercher les Chipmunks, je pense. Mais... Allez, c'est assez sur nous, parce que il y a beaucoup de rugby en ce moment. Dis donc, il y avait énormément de rugby après les The Autumn Nations et tout ça. C'était fantastique. Bon, écoute, on est presque fin de l'année là. Je voulais juste faire un petit point par rapport à où est-ce qu'on est. Donc, on va démarrer avec le top 14. Donc, Charlie, est-ce que tu peux nous dire où on est au niveau de top 14 ? Ouais, niveau top 14, après une petite trêve, bon, ça fait 2 semaines qu'on a plus parlé Europe que championnat local, mais ça va, on peut se faire un petit point sur le classement du top 14 et ça va en surprendre beaucoup, mais Toulouse partage la tête du classement. Dans les 2 premiers, il y a Bordeaux qui est premier, il y a Toulouse qui suit, donc. Après, dans le peloton de 6, il y a Montpellier, Lyon, La Rochelle et Castres. Donc désolé Montéo, mais nos 2 clubs de cœur, ils sont dans le ventre mou, on va dire. Ouais, c'est une semi-info, on va revenir dessus. Oui. C'est ça, on va. Et dans les lanternes rouges, moins surprenant que Toulouse en tête, c'est Biarritz et Perpignan qui partagent la 13e pour Perpignan et 14e place pour Biarritz de ce top 14. Théo, est-ce qu'il y a des choses qui t'a surpris pour ce début d'année ? Parce qu'on est presque à mi-chemin là. Oui, moi je vais corriger un petit peu Charlie, mais c'est mon habitude. C'est une vraie info que Toulouse soit pas premier. Ils ont un effectif complètement pléthorique, avec des joueurs qui nous font rêver, y compris quand ils sont en équipe de France, dont Antoine Dupont, meilleur joueur du monde, etc. Et ils sont pas premiers. Donc sur les 10 derniers matchs, ils ont quand même perdu 3 fois. Quand Bordeaux, qui les a battus d'ailleurs, n'a perdu qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs, et fait un début de saison absolument tonitruant. Donc ça, je trouve que c'est quand même une grosse info. Sur nos clubs à nous, effectivement, Stade Français pour Charlie, Racing pour moi. Stade Français était déjà sur une saison difficile l'année dernière, donc ils sont 10e, c'est pas si mal que ça. Ils n'ont pas réussi à confirmer pour l'instant. L'arrivée de Lomapé produit pas du tout les effets escomptés. Est-ce qu'il va y arriver ou pas ? On sait qu'on a parfois des joueurs de l'hémisphère sud qui n'y arrivent pas à s'imposer dans nos championnats. Ce serait dommage pour le Stade Français que ce soit le cas de Lomapé. Et puis le Racing très décevant qui sort des 6 avec notamment une défaite catastrophique contre Bordeaux il y a 10 jours, il y a 2 semaines, où ils menaient à la mi-temps et où ils ont pris quasiment 40-0 en deuxième mi-temps. Enfin, un truc totalement improbable qui dit quand même des choses, je trouve, sur l'état psychologique de cette équipe qui est un petit peu inquiétant. Et puis, 2 équipes, Biarritz et Perpignan, qui sont certes en queue de peloton, mais qui sont pas ridicules. Qui ont quand même gagné 4 matchs chacune. L'année dernière, Agen n'avait pas gagné un de la saison, tout en bas du classement. Donc, ils ne sont pas décrochés. Il y a Brive et Toulon qui ne sont pas trop loin devant. Perpignan a accroché plus de succès, je dirais, méritants que Biarritz. Mais ce qui m'inquiète pour le Racing, c'est que le Racing avait été perdre à Biarritz, ce qui est quand même pas très bon signe non plus. Voilà ce que je peux dire. Et puis, moi, j'ai toujours... 2-3 équipes, Castres, Montpellier, le Loup, je n'arrive pas à accrocher à ces équipes d'un point de vue sentimental. Toutes les autres me racontent des choses. Ces 3-là, j'y arrive pas. Quand il y a une de ces 3 équipes qui joue, j'ai rarement envie de regarder parce que elle me raconte rien.
Et ça, c'est un truc qui m'inquiète un peu. C'est marrant parce que tu parles de Lou. Moi, j'aime bien parce que j'habitais Lyon. Donc, moi, et en plus, ils ont Bastereau. Donc, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que, en fait, ce qui m'étonne le plus en ce moment, c'est Montpellier. Parce que Montpellier, avant, quand ils avaient Trinduc, ils avaient Piquemol et tout ça, il y avait un noyau dur et on connaissait bien cette équipe à ce moment-là. Et d'un coup, quand j'ai vu où ils sont, j'étais quand même un peu surpris de savoir qu'ils étaient troisième. Parce que, en fait, honnêtement aussi, c'est pas une équipe que j'ai vu jouer. Je sais pas pourquoi, mais apparemment, je vois que des matchs de Toulon parce que c'est le soir, le samedi soir. Mais j'ai vu les matchs de La Rochelle, j'ai vu des matchs de Racing et tout ça, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu un match de Montpellier. Donc, j'ai un peu de mal à connaître cette équipe. Bon, ils ont leur nouveau coach, donc ça, c'est de bonnes nouvelles. Et apparemment, ça fonctionne parce que l'année dernière, c'était pas du tout le cas et ils étaient en difficulté. Et là, ils se retrouvent troisième avec cette victoire, c'est déjà pas mal. C'est même super bien au classement, mais je te dis, moi, c'est une équipe, j'arrive pas à accrocher. Et alors, le pire, c'est quand c'est Montpellier-Castres. Là, je suis limite à sortir de la pièce. Ça serait quand même un peu plus historique parce que Montpellier, c'est une équipe neuve. Je comprends, enfin, niveau histoire et tout, mais Castres, ils ont quand même un... Oui, c'est vrai. Pourtant, en plus, si j'ai mon copain Castrais qui m'écoute, il va me détester. Il se reconnaîtra, Pierre, mais je n'arrive pas à rentrer dans la joie de voir gagner ces équipes-là. Ça ne me fait rien. Je suis toujours content quand je vois gagner Clermont. Je suis toujours content quand je vois gagner Pau. Je suis toujours content quand je vois gagner Toulon, quand je vois gagner Brive. Je sais pas, les Coujoux. Il y a toujours un truc qui me plaît. Le Loup, Montpellier, Castres, je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je suis désolé pour les fans de ces équipes-là. Je suis désolé pour ceux qui se dépensent. Mais... Jusqu'à ce que Urios s'en aille, j'aimais bien Castres encore. Il y avait un côté perdu, truc que personne connaît. La boucherie se moque d'eux régulièrement. Ils ont Castres dans l'Aveyron et tout. Il y avait un truc un peu irréductible, mais ouais, c'est vrai que ils ont ce petit côté village gaulois, ouais. Mais en même temps. Voilà, j'y arrive pas trop. La Rochelle, on y arrive. En fait, ouais. Tous les autres, quoi. Voilà, je sais pas. C'est marrant parce que je te comprends, Théo, mais en même temps, moi, je prends un petit plaisir dans le sens que j'ai aucune idée qui va gagner chaque week-end. Et donc, je pense surtout le dernier week-end qu'on a eu, t'es toujours surpris, tu sais pas, parce que comme tu as dit, il y a Perpignan et Biarritz par rapport à Agen l'année dernière, ils sont là avec 4 victoires, c'est déjà pas mal parce que 4 victoires, Brive et Toulon, ils ont que 4 victoires aussi. Et jusqu'au numéro 4, Lyon, ils ont que 6 victoires. Donc, moi, je trouve que c'est très égal et ça fait plaisir en fait, tu sais pas du tout qui va gagner de match par match. Ce qui est vrai, c'est que c'est un championnat qui est quand même relativement équilibré. Il n'y a pas une équipe qui se détache à 3 km en tête, ni une équipe complètement décrochée en dessous. Et il y a des victoires un peu tous les week-ends. Et il y a beaucoup de matchs qui sont quand même équilibrés. Après, il y a quand même eu des gros scores. Il y a eu des... Montpellier qui a foutu 40 points à Brive. Il y a eu des... Est-ce qu'on a passé la barre des 50 sur un des matchs ? Je ne sais pas. Mais oui, La Rochelle a foutu 59-17 à Biarritz. Bon, là, c'est quand même une volée de bois vert. 59, ça commence à faire beaucoup, il faut être honnête. On dirait des Britanniques qui insistent. Enfin, bref, on va pas revenir là-dessus. Mais je trouve qu'effectivement, c'est un championnat équilibré. Moi, je suis toujours très fan des phases finales où à la fin, même le premier au classement peut tout perdre, parce que c'est une manière, je trouve, sur ces phases finales, de tout remettre en jeu avec un certain panache. Et je trouve ça extrêmement sympa. Maintenant, aujourd'hui, les deux équipes qui dominent quand même de la tête et des épaules ce championnat, c'est Bordeaux et Toulouse de façon assez incontestable, avec tous les deux des super effectifs. Et puis, Bordeaux, un sorcier aux manettes qui en fait un peu trop. On l'a déjà dit, c'est un peu du cinéma, mais en même temps, il faut bien avoir des mecs qui ont de la faconde, qui sont pas lisses et qui incarnent ce sport, qui est un sport un peu différent, avec un style là aussi un peu différent. Et Urios, pour ça, on peut dire que c'est un bon client. Donc, tu me donnes d'autres mots à rechercher dans mon dictionnaire, faconde et lisse, donc très bien, merci. Si on se projetait, parce qu'on est carrément mi-chemin là, si on se projetait, est-ce que ça va rester comme ça ? Et donc, à votre avis, est-ce que c'est ces 6-là qui vont aller en play-off ou est-ce que ça va changer un petit peu ?
Bah écoute, sur le duo de tête, oui, comme disait Théo, il y a quand même deux clubs qui sont au-dessus. Tu vois, même par rapport au point du classement, entre le deuxième et le troisième, il y a quand même une vraie, il y a 5 points de différence, tandis qu'entre le sixième et le septième, ça se joue au goal average. Donc il y a vraiment deux clubs qui ressortent, c'est sûr. Après, pour le reste, non. Enfin, pour moi, c'est complètement ouvert, et c'est ça qui est beau jusqu'à la fin, c'est que je pense que ça va faire comme très souvent jusqu'à la dernière journée. La 6e place va être validée, peut se faire valider ou pas. Et c'est ça qui fait la beauté, justement, comme disait Théo, des phases finales. Je pense qu'il y a quand même, je pense qu'il y a des clubs qui sont quand même assez sûrs. Je mettrais La Rochelle avec Toulouse et Bordeaux. Hein. Il y a des clubs qui sont quand même assez sûrs de finir dans les 6, mais le reste, tout est très très ouvert jusqu'au bout. Surtout avec surtout avec le 6 Nations qui va arriver, avec une nouvelle fenêtre internationale où on sait que chaque année c'est très bousculé à ce moment-là, parce que les internationaux tournent, parce que les équipes font tourner, parce que du coup le championnat est un peu devient un peu plus, pas biaisé, mais c'est un peu plus un jeu d'échecs où les entraîneurs vont essayer de faire avec, ou essayer de faire des coups ou pas des coups. Donc honnêtement, voilà quoi, à part les deux qui sont en tête pour l'instant et La Rochelle que je mettrais avec, qui je pense sont quasiment sûrs de finir les 6 premiers. Non, c'est très ouvert, et c'est ça qui fait la beauté du championnat. Là, tu fais un petit chouchoutage pour La Rochelle que je trouve un peu déplacé, parce que quand tu regardes le classement, ils sont 1 point devant Castres et Clermont. En revanche, ils sont quand même 4 points derrière Montpellier. Donc, non, moi, je pense que c'est très ouvert. Le classement aujourd'hui nous dit que Montpellier sera probablement aussi dans les 6, parce qu'ils ont quand même un gros effectif. Ils n'ont pas beaucoup d'internationaux français, donc ils auront une trêve internationale qui sera peut-être un peu moins difficile pour eux, parce qu'ils ont plutôt des internationaux sud-africains. En revanche, on peut quand même pas enterrer dès maintenant toutes les équipes quasiment jusqu'à Toulon, en fait. Hein. Même si c'est Toulon, ça va quand même être compliqué, mais à 23 points aujourd'hui, si La Rochelle perd 3 fois d'affilée et que allez, on va faire plaisir à Charlie, le Stade Français enchaîne 3 bonus offensifs, il leur passe devant. Ouais, donc c'est complètement ouvert encore. Je pense que le Racing a peut-être pas dit son dernier mot, même si moi je suis un peu inquiet pour l'équipe. Notamment, je trouve qu'en conquête, ça fait quand même 18 mois que ça va pas. À chaque fois que Chouzenou est pas là, l'équipe n'existe pas en touche, alors qu'il y a des grands, etc. Donc il y a un vrai problème, je trouve, sur la conquête aujourd'hui. Si Laurent Travers, qui a prouvé ô combien ses qualités d'entraîneur, de technicien, qui a pris le club et en a fait ce qu'il est en étant champion en 2016, etc. Est-ce qu'il n'est pas au bout d'un discours, au bout d'une histoire en termes de management et d'entraîner cette équipe-là vers les sommets? Je trouve qu'on peut un peu s'interroger. Ça dit rien de l'homme, ça dit peut-être de la fin de cycle. Je m'interroge là-dessus. Donc la deuxième partie de saison, en tout cas, va être très révélatrice de ce point de vue-là pour ce club, qui a un peu flirté avec les sommets après son titre de 2016, mais qui n'a jamais vraiment confirmé. Donc il va y avoir un gros questionnement, à mon avis, à ce sujet. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont ce nom, Chouzenou, j'aime bien. Après Victor Vito, j'aime bien Chouzenou. C'est pas mal tout ça. Allez, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, Racing, ils étaient plutôt bien dans le début de Heineken Cup. On va parler rapidement de Heineken Cup de cette année. Et en fait, comme chaque année, j'ai un peu de mal à me mettre de top 14. Donc, top 14, maintenant, je commence à comprendre le truc. Mais en fait, il y a tellement de joueurs que même, par exemple, si tu vois Toulouse une semaine et tu vois la même équipe de Toulouse la semaine d'après, en fait, c'est carrément la moitié de l'équipe qui a changé. En fait, donc ils ont un effectif qui est tellement large. Donc moi, j'ai l'habitude quand même en foot américain des grands effectifs, de connaître l'attaque et après connaître la défense. Mais quand même, connaître une équipe de rugby, il faut faire de recherche quand même, je trouve. Il faut beaucoup bosser. Donc, allez, si on commence à ajouter les équipes anglo-saxons, là, ça commence d'être vraiment compliqué. Donc, je suis allé faire un petit peu de recherche moi-même pour dire, OK, qu'est-ce que c'est la Heineken Cup? Donc, apparemment, Théo, tu peux me corriger. Donc, c'est un mélange entre les équipes, on va dire, de Championship anglaise, qui est le Premiership Rugby. Et après, ils mélangent ça avec l'autre qui s'appelle le Rugby Championship. Déjà, je pense que les noms, il devrait y avoir un top 14. Ça, c'est pas mal comme nom. Ouais, ça parle. Mais Rugby Championship et après, tu vois, ils peuvent être un peu plus inventifs là-dessus. Mais tu sais, les Anglais, comme ils ont inventé beaucoup de sports, ils ont toujours tendance à dire le tournoi. Au golf, c'est The Open. Ils se font pas chier. Hein. C'est chez eux, quoi. Donc, ils essayent de nous la faire aussi au rugby. C'est un peu pénible. Mais bon, on les a quand même tapés
plusieurs fois sur le toit de l'Europe en Coupe d'Europe avec les clubs français. Et il y a un autre truc, c'est que le Leinster, etc., sont pas des clubs, ce sont des provinces. Alors Exeter peut-être pas, mais le Leinster en tout cas, les Anglais ont des clubs. En revanche, les Gallois, les Irlandais, etc., ont plutôt des provinces qui nous jouent que la Coupe d'Europe et qui n'ont pas de championnat domestique avec ce nom-là. Ah, je savais pas. Ben voilà, je te le dis. Est-ce que je comprends, en fait? Est-ce que quelqu'un... pardon, je fais un pause. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'ils n'ont pas de championnat, ils jouent juste dans ce championnat de Heineken Cup, c'est ça? Ils ont quand même une sorte de championnat des provinces, mais ils ne jouent pas un championnat. Ce sont pas des clubs. Le Leinster, c'est pas un club, c'est une province. C'est comme l'Ulster. Ils jouent la Coupe d'Europe, ils ont quelques matchs entre provinces ou un mini-championnat des provinces, mais grosso modo, les joueurs irlandais, ils jouent avec l'équipe d'Irlande, ils jouent la Coupe d'Europe, et le reste de temps, ils font 2-3 matchs entre provinces, etc. Mais la vraie compète pour eux, c'est la Coupe d'Europe. Ah ouais, ok. Donc, est-ce qu'ils sont avantagés par rapport à leur équipe nationale? Oui, je pense qu'ils font un petit peu moins de matchs à l'année que les joueurs français, notamment, et anglais. Les Anglais ont les mêmes contraintes que nous, puisqu'ils ont le championnat Rugby Championship avec la Premiership, en fait, qui ressemble à notre top 14. Bon, je suis désolé pour tous les écouteurs qui savent ça déjà. Moi, c'est nouveau pour moi. Je ne savais pas exactement. Donc, bon, c'est intéressant à savoir. Donc, tous les cas, je suis retourné un peu en arrière pour voir, OK, qui sont les bonnes équipes. Donc, j'ai vu que Leicester, si je prononce bien, Leicester, était une bonne équipe dans les années 90 jusqu'à 2000. Après, c'était des Wasps dans les années, début des années 2000. Après, Leicester qui sont revenus fin des années 2000. Après, c'est les Saracens qui était très fort début d'année, on va dire 2010 jusqu'à 2016, jusqu'à 2019, pardon, the Saracens. On voit très souvent aussi Exeter, qui sont très présents dans les finales, qui ont gagné quelques championnats. Et l'année dernière, c'était les Harlequins qui a gagné dans un match 40-38 contre Leicester. C'est même en anglais, j'arrive pas à le prononcer. Exeter, c'est une équipe plutôt récente sur la scène européenne. En revanche, effectivement, Leicester, que tous les mecs du sud-ouest appellent Leicester, parce que il y a le C, et c'est difficile pour des Français de dire Leicester sans prononcer ce truc. En plus, on les confond avec le Leinster. Enfin, pour nous, c'est quand même assez difficile. Moi, ce que je sais, c'est que alors tout en bas de la Premiership, il y a en ce moment Bath, qui veut dire quand même baignoire ou bain, enfin, en anglais. Ils sont effectivement au fond du seau, là, en ce moment, en tout cas. Et dans les années 90, puisque tu faisais référence aux années 90, moi, j'ai découvert qu'il pouvait y avoir des Américains qui jouaient au rugby, puisqu'ils avaient un joueur américain qui était super fort, super adroit avec ses mains, qui s'appelait Dan Lyle, et qui était né, figure-toi, à San Diego. Donc, c'est un de tes compatriotes qui m'a fait découvrir qu'il y avait des joueurs américains dans les grands championnats européens. Et Bath a une des particularités, c'est qu'ils jouent avec des lettres dans le dos et non pas des numéros. Voilà. En revanche, ils ont perdu leurs 10 derniers matchs en Premiership, donc là, ils vont pas bien du tout. Ouais. San Diego, très jolie ville. Ma maman habitait là. J'ai bossé un tout petit peu à San Diego. En tout cas, allez à San Diego and take a bath. Bon, voilà. On continue. On continue. Donc là, c'était le Premiership de l'Angleterre. Et après, il y a le United Rugby Championship. Donc, alors là, c'est compliqué parce qu'il y a plein de pays. Tu me corriges, Charlie. Il y a Irlande, Pays de Galles, Écosse et Afrique du Sud. J'ai raison? Il y a aussi l'Italie. Ah oui, j'ai oublié, l'Italie. Ouais, bah c'est le fameux championnat bis, enfin non, l'espèce de ce dont te parlait Théo tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un championnat, faut pas galvauder. Mais disons que quand en Angleterre et en France, on peut accorder une même valeur au titre européen et au titre national, je pense que ça fait rêver autant les joueurs d'avoir un bouclard que clairement, ça fait beaucoup moins rêver de gagner je sais même pas comment s'appelle le trophée de cette United Rugby Championship Standing. Clairement, les joueurs qui jouent dans cette division jouent le titre d'Europe. C'est les provinces qui sont plus concernées par l'Europe. Et après, alors je suis moins au courant sur les Bulls, hein, mais la province italienne, ça fait une dizaine d'années, il me semble, qu'elle a rejoint
Cette compétition, pareil, c'est une province qui a été taillée pour rejoindre cette compétition. Elle fait dans cette compétition ce que l'Italie fait dans le Tour des Destinations, on va dire. Et d'ailleurs, elle est tout en bas. Ouais. Pour être correct. Voilà. Ouais, déjà, c'est ça, en fait. Ça me faisait dis donc, il y a beaucoup d'équipes à suivre et j'ai un peu de mal. En gros, qu'est-ce qu'il faut savoir dans ce truc-là? C'est que Leinster, et pas Leicester, c'est eux qui sont super forts. Munster, ils sont pas mal non plus, mais Leinster, ils ont gagné les 1, 2, 3, 4 derniers du United Rugby Championship. Donc, si on parlait Heineken Cup rapidement, donc en fait, peu difficile de regarder des matchs. Apparemment, ils sont tous sur BN presque. Donc, dommage. Donc, ça commençait bien pour les Français avec Racing qui a battu Northampton 45-14. Et après, Toulouse qu'ils ont assuré contre Cardiff. Ça commence à aller un peu mal parce qu'il y a Bordeaux qui commence à perdre très juste contre Leicester. Et par la suite, Clermont aussi, ils ont perdu face à Ulster. Montpellier face à Exeter. Ils finissent tous en E. Stade français aussi contre Connaughton. Non, c'est une blague. Finalement, La Rochelle, ils ont gagné contre Glasgow. C'était un match bien sympa, celle-là. Ils sont très rugueux, on va dire, comme ça. Après, Castres, ils ont perdu contre les Harlequins. Donc, c'était un week-end de 3 pour 4. 3 victoires pour les Français et 4 pertes. Ouais, ce qui est intéressant, je trouve, moi, sur ces résultats, ça permet de regarder quelles sont les équipes qui ont l'intention de jouer vraiment sur les deux tableaux, qui essayent de jouer sur les deux tableaux. Donc on voit que le Racing, qui a quand même 45 points Northampton, c'est bien. Après la défaite contre Bordeaux juste avant, je pense qu'ils se sont remobilisés. On voit que Toulouse plaisante pas non plus contre Cardiff. En revanche, le Stade français qui va prendre 35 points au Connacht, ça veut dire probablement qu'ils ont déjà tiré un trait sur la Coupe d'Europe, qu'ils veulent se concentrer sur le maintien. Ça me paraît assez clair. Quoique, il était assez proche ce match pendant 60 minutes, si je ne me trompe pas. C'était. Ouais, mais proche pendant 60 minutes, mais quand ça se finit quand même 36-9, c'est qu'à la fin, t'es plus proche, faut être honnête. Clermont qui perdra à la maison contre l'Ulster, c'est quand même un mauvais plan. Et là aussi, on voit que Clermont est une équipe qui en ce moment est un peu en difficulté. En championnat, ils ont survolé le championnat quand même pendant plusieurs saisons d'affilée, même s'ils étaient pas les rois des phases finales, ils étaient intraitables à domicile, etc. Là, on voit qu'ils sont peut-être aussi en fin de cycle. Le départ d'Azema, là, vous avez vu que Didier Retière est arrivé comme directeur sportif. Ils vont mettre Aurélien Rougerie comme manager, etc. Donc, je pense qu'ils sont en train d'écrire une nouvelle page, mais du point de vue des résultats, ils sont quand même dans le dur. Donc, allez, si on passait sur la deuxième semaine de Heineken Cup, un peu compliqué quand même grâce au Covid. Difficile à comprendre parce qu'il y avait quelques matchs qui étaient tapis vert, si j'ai bien compris. Ouais. Et il y avait plein de matchs qui étaient reportés. Il y avait quelques matchs qui étaient joués. En gros, les matchs joués, il y a Castres qu'ils ont perdu. Et ensuite, pour nous, les Français, on a gagné, il me semble, 2 matchs à tapis vert. C'est bien ça? Oui, et puis alors pour la deuxième journée, honnêtement, celui qui arrive à nous expliquer, il peut nous contacter, il peut nous envoyer un fax ou un pigeon voyageur, ce sera aussi clair parce que c'est totalement imbitable. C'est-à-dire que il y a 2 matchs a priori qui sont gagnés sur tapis vert, qui sont Montpellier et le Racing, qui ont gagné tous les deux respectivement contre Leinster Rugby. Bonne nouvelle pour Montpellier parce que Leinster c'est quand même une grosse écurie, et les Ospreys pour le Racing. Après il y a des matchs qui ont été joués. Et puis, il y a des matchs qui sont reportés. Donc, le Stade Rochelais contre la Baignoire, contre Boss. Bordeaux-Bègles contre Scarlett O'Hara, là. Et puis, le Stade Toulousain et le Stade Français qui ont eu des matchs reportés aussi, qui seraient a priori reportés. Donc, pourquoi certains se jouent, d'autres ne se jouent pas et parmi ceux qui ne se jouent pas, il y en a qui sont reprogrammés, il y en a qui sont matchs perdus. Bon, j'imagine que entre ceux qui se jouent et ceux qui se jouent pas, c'est quand il y a un cas contact ou trop de cas contact dans l'équipe. Mais après, reprogrammer au match perdu, là, ça m'échappe. Donc, à suivre, on verra un peu plus tard quand les matchs de poule auront avancé, qui est en passe de se qualifier, puis on se réintéressera au sujet aux phases finales, si vous voulez bien. Ça a l'air compliqué. Ouais, ça a l'air compliqué en n'en parlant pas de European Challenge Cup aussi, parce que bon, on va laisser des choses comme ça, ok? Donc, il y avait quelques victoires pour les Français, donc superbe. C'est du bonne nouvelle. Vas-y la France, go, go, go. C'est très bien, mais entrer dans les détails du Challenge Cup, c'est un peu la même. Je pense que Lyon, ils ont gagné. USAP, ils ont gagné aussi. Biarritz, gagné, superbe. Pau, perdu, mais ok. On va le laisser là pour l'instant. De bonnes nouvelles, c'est qu'il y a beaucoup de rugby. Et ça, c'est chouette. Absolument, mon ticket, l'essentiel est bien là.
Allez, si on parlait un peu de cette fin d'année, comme toute fin d'année, on a plusieurs awards et notamment Monsieur Antoine Dupont qui a gagné the World Rugby Player of the Year. Est-ce que vous êtes contents, les garçons? Bah un peu oui quand même. Enfin il y a une certaine fierté à en sortir, surtout dans des périodes hors Coupe du Monde comme ça. Après il était quand même fortement pressenti. C'est une bonne surprise, mais c'est pas une surprise totalement. C'est-à-dire que c'est quand même un joueur qui est au-dessus du lot depuis très longtemps, qui est moteur qui est moteur de notre équipe, qui ressort régulièrement, qui est impliqué dans beaucoup de belles réalisations de l'équipe de France, même s'il n'est pas à la conclusion, même s'il n'est pas forcément à l'initiation, même s'il l'est souvent. Enfin, c'est quand même un plus qu'un joueur cadre de cette équipe de France. C'est un joueur qui est très observé par l'étranger aussi. On le cite souvent, tu vois, dans les médias étrangers à chaque fois. Enfin, c'est Dupont. Tu commences à avoir des mèmes un peu sur sa gueule, comme quoi il est en vue et à juste titre, parce que lui aussi souvent très souvent dans ce podcast, on l'a dit, ses performances. Bon, on commande plus souvent ses performances en international que ses performances en club évidemment, mais c'est complètement mérité et c'est une grande fierté que la France soit représentée comme ça sur le plan international par un joueur aussi bon. Moi, je dirais que il y a un double plaisir. Évidemment, on est content que ce soit un joueur français, content que ce soit Antoine Dupont, dont on vante sans arrêt les louanges à ce micro, mais on n'est pas très originaux parce que tout le monde est fasciné par le potentiel de ce garçon. On a un petit plaisir supplémentaire dans le fait qu'il s'appelle Antoine Dupont. C'est-à-dire que c'est un peu comme si c'était un Anglais qui s'appelait John Smith, ou un truc comme ça. Donc, il y a quelque chose de marrant. Je sais pas s'il y a des amateurs parmi nos écouteurs de Gottlieb avec Super Dupont, qui a son béret, sa baguette, et bah il y a tout, et le mec il s'appelle évidemment Dupont. Tu connais pas Super Dupont, TK? Il faut qu'on ça me dit quelque chose. Oui. Ça me dit quelque chose. Et en même temps, je vais te faire dégringoler le machin. Dans un sport aussi collectif que le rugby, les récompenses individuelles pour moi sont insensées. Je ne les aime pas parce que je trouve que on n'est rien sans ses partenaires dans ce sport, plus encore que dans tous les autres. Donc, j'y accorde pas beaucoup d'importance. Voilà. Mais je suis content que ce soit lui. Non, on est quelqu'un avec nos potes quand même, on est quelqu'un grâce à nos amis et des gens qui nous entourent, tu vois, c'est eux qui nous portent vers le haut et c'est ça que j'ai une question là-dessus, mais vas-y Théo, mais vas-y Charlie, t'avais un truc. Oui, non, j'entends l'idée parce que c'est un truc très en mimétisme, je pense, par rapport au football, c'est aussi pour créer des cérémonies, pour créer un engouement autour, enfin c'est très dans l'idée de vendre notre sport aussi, hein. Mais jusqu'à présent, j'ai quand même l'impression que à chaque fois que quelqu'un même ne serait-ce que sur allons plus bas de l'échelle, mais même sur un titre de joueur du match jusqu'à un titre de meilleur joueur du monde, j'entends quand même beaucoup, et à chaque fois les joueurs ont quand même l'idée de dire oui, je suis là. Enfin, on sait très bien que si on me récompense, c'est pour récompenser l'équipe de France et l'équipe de Toulouse, ou c'est pour récompenser le travail de l'équipe. Et que tout le monde garde quand même en tête l'idée qu'on n'est pas au sommet tout seul, évidemment, et qu'on joue un sport d'équipe. Je pense on s'en sort encore assez bien. Évidemment que c'est qu'une volonté de vendre nos sports, hein, ces idées de récompenses et de mise en avant de certains joueurs. Mais je pense qu'on s'en tire bien. Je pense que l'esprit est encore là et que la preuve c'est qu'on en parle, on est tout fiers parce que c'est un Français. C'est que mine de rien, c'est peut-être par là le rugby français qui est récompensé un peu à travers lui. Et je pense qu'il en a conscience et c'est pour ça que ça marche quand même un peu. Moi, je trouve pour moi. Ça n'aura de sens que si on est champion du monde avec lui. Sinon, ça sert à rien. Et je trouve que d'une certaine manière, ces titres-là, ils devraient être donnés à l'équipe qui est obligatoirement à un joueur de l'équipe qui est championne de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que être sur le toit du monde tout seul au rugby n'a absolument aucun sens. Alors c'est vrai que la plupart sont tellement des bons mecs, ils le conçoivent comme nous. Ce que je suis en train de dire, c'est une banalité. Ils disent tous, mais bien sûr, mais c'est parce que j'ai mes potes de l'entraînement et mon équipe et sans eux je serais que dalle. Ils le disent et ils ont raison de le dire. Mais en même temps, Player of the match, c'est pareil. Player of the match, il faut que ce soit dans l'équipe qui a gagné. Sinon, est-ce que ça a vraiment du sens? Et moi, c'est ce truc-là en fait qui me
qui me titille un peu, mais enfin, c'est pour emmerder Thierry, parce que les Américains aiment toujours les awards. Oui, eux, c'est des fans d'awards. Ils adorent être. Il faut toujours, même le mec le plus nul, on lui file un award parce qu'il faut valoriser ce qu'il a fait. Attends, 2 minutes. On entre dans l'aspect culture. Avec mes gosses, par exemple, j'essaie d'expliquer. Tu vois, nous, au lycée, on a un truc qui s'appelle Homecoming Queen, Homecoming King. Et en fait, il y a une personne, un mec et une fille qui sont nommés pour chaque classe. Pour chaque classe, ils sont nommés pour représenter leur classe, en gros. Et tu vois, le côté français, il disait, bah non, on peut pas mettre une seule personne en lumière. Et pour moi, c'est pourquoi pas, quoi. Ça veut dire qu'il est apprécié, c'est voté, hein. C'est pas les profs qui disent, c'est voté par tous les ensembles des personnes et des personnes de cette classe-là et dont le lycée. Donc, en fait, il mérite quelque part. Tu vois, donc pourquoi pas donner des awards à des personnes qui le méritent, tu vois. Donc, quand c'est mérité quand même. Moi, je trouve que c'est mérité. Bref, bon, on continue. Parce qu'en fait, j'avais une question par rapport à ça. Parce avec nous, on valide l'élection des cagolins. C'est les seules distinctions. Oui, mais je comprends pas. Tu vois, moi, c'est le pire. L'élection du cagolin, je trouve ça horrible parce que moi, j'ai envie d'être le mec qui gagne le mec du match, tu vois. Mais j'ai pas envie d'être le mec qui gagne le cagolin, tu vois. Donc, est-ce que si je joue pour pas faire des erreurs, je vais faire des erreurs. Mais si je joue pour gagner, pour être le meilleur du match, bah, je vais faire un meilleur match. Vous voyez la différence? Oui, c'est pas tant ça, mais c'est plus que là dans la récompense en l'occurrence, c'est toi tu vois enfin dans la perception de la récompense, c'est de dire OK, il y en a un qui sort du lot, il y a du mérite, et le cagolin, c'est histoire de dire OK, on a gagné, on a perdu, on s'en fout, rappelons-nous que ça reste qu'un jeu et que t'as quand même fait une belle merde, on a bien rigolé. C'est ça, c'est deux notions différentes, quoi. Je vois. Le cagolin, je le comprends, mais en fait, je trouve que le mec de match, il a ça mérite aussi. Allez, pardon. On a vu qu'au niveau de Player of the Year, on a vu que Thierry Dusautoir, il a gagné en 2011. On a vu que Fabien Galtier aussi, il a vu en 2002. Et en fait, donc tous les 10 ans, on a la chance d'avoir un Rugby Player of the Year. Et en fait, j'avais un truc dans ma tête. Je disais, ah tiens, est-ce que Fabien Galtier, parce que lui, il a déjà vécu par ça, est-ce que c'est pour ça qu'il a mis Antoine Dupont en tant que capitaine pour un peu pousser Antoine Dupont à ses limites? Par exemple, je suis pas sûr si vous avez vu le film Whiplash sur le batteur, ce qui est excellent, c'est un super film, mais il y a une espèce de coach qui pousse un maximum son joueur, on va dire, pour qu'il entre dans la performance. Je me disais, tiens, est-ce qu'il y a un petit truc là-dedans? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Il est probable que, de toute façon, Galtier est un manager remarquable, un technicien, un compositeur d'équipe absolument remarquable. Donc, il est très probable que lui mettre plus de responsabilités sur les épaules, c'est le pousser un cran plus loin dans son exigence de performance. C'est à peu près certain. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Thierry, en 2011, Thierry Dusautoir est meilleur joueur du monde. Et cette année-là, on perd en finale de la Coupe du Monde contre les Néo-Zélandais, dans un match d'ailleurs improbable avec un score 8-7 qui figure en bonne place dans les 10 monuments sportifs de la Bible de la loose, puisque nous, en France, vous avez le Guinness Book des records aux États-Unis, et nous, on a des Français qui célèbrent la défaite dans le sport français, qui font la Fédération française de la loose. Ces mecs me font exploser de rire, je les adore franchement, et ils ont créé un véritable média complètement inversé dans l'amour du sport qui lose et qui perd. Et tout ça pour dire que est-ce que ça a du sens pour Thierry Dusautoir d'être meilleur joueur du monde la même année qu'il vit la déception de sa vie de perdre en finale de Coupe du Monde d'1 point? Eh ben, en fait, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. C'est une consolation. Mais évidemment qu'il n'était pas le meilleur joueur du monde cette année-là, d'une certaine manière, dans sa tête à lui, puisqu'il a perdu contre Richie McCaw en finale de la Coupe du Monde. C'était celle-là qu'il fallait gagner. Donc, encore une fois, je ne désapprouve pas du tout ces trucs, et je pense que c'est bien de créer de l'émulation, de créer de l'intérêt, de susciter de l'affection pour les gens, de la fan zone et de tout ce qu'on veut. Mais le rugby est un sport collectif dans lequel l'individu, à un moment, n'existe pas sans son collectif. Donc il y a quelque chose d'un petit peu, je trouve, paradoxal dans ces titres-là. Mais bon,
on s'est pas compris, Ticket, je le sais, voilà, t'es américain, tu peux pas être d'accord avec moi. Tu vas jamais changer mon avis là-dessus. Jamais, jamais. Enfin, moi, when you're good, you're good, and you know, that should be recognized. Point. You know, et on a le droit d'être bon, on a le droit d'être fort, et moi, je crois fortement en ça. Et c'est vrai, ok, on est dans une équipe, mais chaque équipe, hein, ils ont des bons joueurs aussi qui montent le niveau de tout le monde autour. Désolé, je rajoute une petite pièce. Hein. Mais quand Sexton, qui brille en Irlande, qui était un monument, hein, il est arrivé au Racing. Il a pas réussi à évoluer chez nous. Est-ce que c'est parce que en Irlande, l'équipe se met au service du joueur qu'il est et jouait en tout cas parfaitement pour le 10 qu'il était, ou est-ce que c'est parce que une fois avoir traversé la Manche, il est devenu mauvais? Peut-être que tout le bon joueur qu'il était et qu'on pouvait mettre en avant et qu'on pouvait louer les qualités, l'était essentiellement parce qu'il y avait une équipe qui tournait pour lui. Et que quand il arrive dans une autre équipe, sa qualité individuelle, elle souffre de comparaison, dirais-je. Mais c'est pas lui qui change, c'est pas son niveau qui change, c'est juste qu'il joue dans une autre équipe. Et donc c'est en ça que c'est un sport compliqué, comme dit Théo, pour mettre en avant un joueur en particulier sur un moment, parce que quelquefois il y a des joueurs qui sont très très bons mais qui jouent dans une équipe où leur talent en 8 par exemple c'est pas le bon jeu en fait, ils brilleraient sûrement ailleurs, mais pourtant voilà, et on va mettre en avant un autre alors que c'est plus dû au sens du jeu que au joueur à l'individu. Ou peut-être il a juste pas aimé le camembert. Allez, bonne nouvelle, la France a gagné un autre award. Donc c'était Anne-Cécile Siofani qui a gagné le Rugby Sevens Player of the Year, donc bravo à elle. Ah oui, elle a sans doute été récompensée pour la performance de l'équipe de France et la sienne en particulier bien sûr pendant les Jeux Olympiques. Donc ça va plaire à notre ami Théo, mais où elles sont arrivées deuxième, elles ont obtenu l'argent aux Jeux Olympiques, mais ça a suffi en tout cas pour faire démarquer notre Anne-Cécile qui remporte ce petit prix-là. Ça fait ce grand prix d'ailleurs, ce prix de meilleure joueuse de Seven de l'année. Ça fait plaisir déjà le fait que la France soit démarquée en Seven. Et même si les filles avaient déjà apporté la lumière, on en a parlé dans cette émission, ce petit rappel fait du bien, et c'est vrai que ça fait du plaisir. L'occasion de parler d'Anne-Cécile, c'est pour reparler un peu de ces vice-championnes de ces vice-championnes olympiques, mais on a vu ces filles revenir et aller avec leur médaille dans leur club de formation pour montrer un peu les enfants. Il y a une vraie dynamique qui se fait, et le rappel et le titre obtenu par Anne-Cécile aussi relance un peu cette dynamique autour du rugby, autour du Seven essentiellement d'abord, et autour du rugby féminin aussi, et autour du rugby français. Donc moi je trouve ça, c'est encore une très belle décoration et ça fait plaisir. Ouais, et en plus, par exemple, dans le World Rugby 15 de l'année, on n'avait qu'un seul Français, bon, notamment, bien sûr, Antoine Dupont. Mais par contre, au niveau des femmes, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 femmes dans le top 15 quand même. Donc, pour le rugby à 15 ou pour le rugby à 7? Pour le rugby à 15, les meilleurs, donc dans les top 15 du rugby féminin, on avait 6 Françaises. Donc, bravo, et surtout, bravo à Caroline Boujard qui était ici à Pacte Pot. Allez, vous n'êtes pas fan des awards, hein, vous deux, mais moi, oui. Et donc, moi, j'ai envie de donner des awards à nos fans. Donc, voilà. Donc, je vais donner un petit award à nos gentils fans. Donc, notamment Gauthier, que vous pouvez suivre sur Twitter. Il est un grand fan de podcast qui vous donne des très bons conseils de podcast. Donc, qui m'a envoyé un petit porte-clés World Rugby. Donc, merci beaucoup. Allez suivre Gauthier sur Twitter. Aussi, Katia, qui était sur notre épisode 56. Elle nous a donné un petit reportage live de Water Rugby à Toulouse avec son accent plein de sud, donc merci à toi Katia. Et aussi Benjamin Blanc, direct des États-Unis, des States, qui nous a parlé de toutes ces actions qu'il fait dans le rugby grassroots, dans le Wisconsin, où il y a beaucoup de neige. Donc voilà, merci beaucoup à nos fans de Pacte Pot. Donc voilà, des petits fan awards for 2021. Génial. Merci les copains du pack. Merci tous les copains, tous les écouteurs. Je profite que tu aies fait un petit saut aux États-Unis, TK, pour quand même noter la grosse info de la semaine dans le sport US. Vous la connaissez ou vous la connaissez pas? I'm not sure, I'm scared. You're scared you can be. Parce que Stephen Curry, qui est vraiment un joueur que j'aime beaucoup voir jouer, il a battu mardi, la semaine dernière, le record historique de panier à 3 points réussi en compétition NBA. Le mec a marqué 2973. Alors, il a dû passer à 14 puisque c'était un record détenu par Ray Allen qui était depuis un certain nombre d'années, qui était sur le parquet quand il a vu
Stephen Curry passait son 3e 3 points de la soirée et donc arrivé à 2974 points en compétition, tout ça par coup de 3 points. Donc là, je pense qu'il peut avoir un award vraiment du shooter le plus diabolique de la ligue. Et là, je lui dis chapeau Stephen Curry, je te rêve. Je te bade. Je te bade. Allez, merci tout le monde. Merci à vous, nos chers écouteurs, pour tous vos écoutes. Déjà, nos 12 Days of Christmas, je pense qu'on est à 5000 écoutes de ce mois-ci, donc c'est superbe. Continuez comme ça. J'avais envie de vous dire aussi sur Spotify, maintenant, ils ont un moyen de nous noter. Donc, si vous pouvez aller sur Spotify et faire cela, ça va être superbe. Et merci à vous deux, mes Twin Towers of Pack de Potes. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir d'être de retour avec vous deux. J'étais aussi super content de vous retrouver les copains après une longue période d'absence, mais we are back in black. Et puis à tous nos amis aussi écouteurs, je leur rappelle que on est toujours sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, comme certains de nos amis, à venir nous contacter sur les réseaux sociaux, à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez entendre, ce que vous avez pensé des derniers trucs, ce que vous pensez des awards, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre. Moi, je tiens à rappeler que je suis ni pour ni contre, mais je suis un peu comme la Suisse, je mets de la nuance dedans. Mais est-ce que vous êtes plutôt TK pour les awards, est-ce que vous êtes plutôt Théo contre les awards? Dites-nous tout sur les réseaux sociaux. Et Charlie, tu nous prépares une petite surprise pour le retour. On va faire un petit pause quand même. On était pas mal occupés avec tout ce rugby. Ça nous a fait plaisir. On va faire un petit pause. Et après, avant l'assignation, qu'est-ce que tu nous prépares? Ah oui, parce que pendant que je me reposais, tu as beaucoup taffé. Donc on va prendre un petit break jusqu'au prochain tour de destination. Et pour pas replonger dans son destination sans avoir pris la température, on va se faire une sorte de petit best-of, un petit résumé en fait du parcours de l'équipe de France l'année dernière dans le tour de destination à travers notre podcast. Et du coup, on va faire un petit best-of de nos réactions et des résumés de matchs de l'année dernière pour resituer notre équipe de France avant ce 6 Nations. Et oui, j'ai oublié de dire un truc, les garçons. Vous savez quoi? Je suis vraiment fan de podcast. J'adore ça. Je suis un peu accro. Donc, vous savez quoi? Je vais faire un autre. Je lance un autre podcast en janvier 2022. Celle-là, ça va être en English. Ouais, avec un titre en français. Par contre, ça s'appelle Baguette. C'est pas encore sorti. C'est avec une très bonne amie. Elle s'appelle Mériode. Elle est une écrivaine et on va parler de la France en anglais. Toutes les petites choses qu'on adore de la France. Donc, Baguette, vous pouvez déjà aller sur Instagram. Je pense que notre compte, il était créé aujourd'hui. Donc, voilà. Et vous avez aussi parlé des petites choses que t'aimes pas ou Non, mais que des choses que j'aime, les gars. Je suis toujours dans la positif. Ça va C'est un Américain. Ça va être que des awards. Ça va être que des awards pour la France. On va voir. Parfait. Bon, on attend avec impatience, mon ticket. Génial. J'espère qu'on aura le niveau pour écouter tout ça. Pas trop vite. Ouais. Parlez lentement. Tu peux ralentir, en fait. Tu peux ralentir des podcasts. Tu peux ralentir. Tu peux mettre plus vite. Moi, j'écoute mes podcasts en 1.5 et tu peux ralentir un petit peu aussi. Génial. Bon, on en profite pour vous souhaiter à tous un très joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année, comme on dit. On le dit en particulier à Alban, qu'on pardonne de ne pas être venu avec nous ce soir pour l'épisode de Noël. De toute façon, on est serein. Elle arrive à la fin de la liste des excuses disponibles pour sécher le pack de potes. En tout cas, Alban, cet épisode, c'est ton cadeau de Noël, s'il te plaît. Et on est très impatients de te réentendre avec nous. Et on vous embrasse tous. Allez, merci à tout le monde pour tous vos écoutes et tout votre soutien, c'est vraiment sympa. Et comme petit cadeau, je pense que je vais laisser la chanson des 12 Days of Christmas un peu accélérée, version Alvin and the Chipmunks. Qu'est-ce que vous pensez, les garçons? Oh putain, ça sent le disque d'or à plein nez. C'est vraiment un cadeau, on vous en est juge. On n'est pas sûr. Mais en tout cas, je vais donner à tous passer de bonnes fêtes. Je vais donner à Alban, gros bisous. Allez, happy holidays everybody, Merry Christmas. Allez, salut les gars, bye. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in the pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me 67 5 gold rings, 4 calling
calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 7th day of Christmas, my true love gave to me 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 gold rings. 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 8th day of Christmas, my true love gave to me 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 gold rings. 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 9th day of Christmas, my true love gave to me 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 gold rings. 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 10th day of Christmas, my true love gave to me 10 doves a leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 gold rings. 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love gave to me 11 pipers piping, 10 doves a leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 gold rings. 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 doves a leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 gold rings. 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in